BFM Business, l'heure H, l'invité. Notre invité, c'est donc Hervé Morin, président de la région Normandie, député de l'Eure, encore député de l'Eure et président du nouveau centre. Hervé Morin, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Ce soir, il y a beaucoup d'échéances, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de bisbis. On va notamment sur la question des primaires. Le centre se déchire un peu pour savoir s'il faut y aller, seul, comment, combien de divisions, etc. etc. Hervé Morin, moi j'ai une question, puisque vous êtes toujours député, donc vous allez... quand est-ce que vous rendez votre mandat de député du reste? J'attends la fin des recours et je démissionnerai tranquillement. Quand vous serez sûr d'être président de la région Normandie? Non, c'est pas ça, c'est aussi que j'ai pas envie qu'il y ait de partiel. Oui. Voilà, et comme vous le savez, dans la dernière année avant une élection, il n'y a plus de partiel. Et j'ai pas envie que cette circonscription, que je tiens depuis 20 ans, ne soit pas transmise dans de bonnes mains. Voilà, bah, d'accord, comme ça. Bon, moi, vous avez la franchise de le dire. Oui, hein. je vous le dis. Donc, vous allez voter ou pas cette loi El Khomri, comme on dit, sur la réforme du Code du travail, la loi sur le travail. Je vous demanderai la question après. Juste sur le climat politique que ça engendre, notamment, c'est vrai à gauche, où on voit la gauche se déchirer autour de cette loi. Comment vous réagissez, puisque les centristes sont un peu entre les deux, quoi? Vous voyez, derrière tout ça, pour moi, il y a un sujet de fond, qui est celui de la présidentielle de 2017 et de la construction politique de la France d'après 2017. Celui qui sera au second tour de l'élection présidentielle aura une responsabilité absolument immense. Cette responsabilité, c'est de construire enfin la rénovation politique dont on a besoin, où on voit bien qu'est en train enfin d'émerger, en dépit de la Ve République et de la bipolarisation qu'imposent les institutions et le mode de scrutin, l'émergence d'un parti moderne et d'un parti central. Ce parti moderne et ce parti central, c'est celui qui va des sociodémocrates aux démocrates libéraux, libéraux-démocrates. En clair, si on doit personnifier les choses, de Manuel Valls à Nicolas Sarkozy ou de Macron à Juppé. En clair, on voit bien que d'un côté, il y a un parti du repli national, de l'autre, il y a une gauche qui refuse l'évidence, c'est-à-dire la globalisation et la modernisation de notre économie, et qu'il y a en France une grande force centrale qui doit émerger. Et cette grande force centrale, il appartiendra à celui qui sera au second tour de l'élection présidentielle et qui se trouvera face à Marine Le Pen de la faire émerger. Parce que il n'y a plus rien qui nous sépare en vérité. Sinon, la division politique et ce fossé qui fait que si vous le traversez, vous êtes fusillé dans l'instant. Ça veut dire que pour vous, on peut aller de Macron à Juppé avec... Même de Valls à Sarkozy, on peut le dire aussi comme ça. Qu'est-ce qui diffère réellement dans le comportement, même dans la posture? Ah ça, il y a beaucoup dans le comportement et la posture, il y a beaucoup de différences. Écoutez, voilà, globalement, amusant, du reste, on a des libéraux qui veulent de l'autorité. Oui. C'est ça. Et on voit bien qu'il y a plus de divisions au sein même des formations politiques aujourd'hui qui sont à droite ou à gauche, pour parler des Républicains et du PS, et qu'en vérité, il y a les modernes, les rénovateurs, il y a ceux qui veulent une économie de marché et qui veulent de la régulation, et il y a les autres. Mais Hervé Morin, ça veut dire quand même que là, on est presque dans un gouvernement d'union nationale. On est... non, parce que vous nous dites... on serait. On peut pas dire qu'on soit dans un gouvernement d'union nationale quand on sait que la France a déjà 30% qui votent Front. Oui. Donc ceux-là, ils sont pas dans l'affaire. Quand vous en avez 20% qui sont à gauche, ceux-là non plus. Donc vous avez une grande force politique qui est très majoritaire, plutôt que d'union nationale, très majoritaire, et qui pense la même chose. Et cette force-là n'a jamais pu se construire. Il y a eu une opportunité. Ça a été 2002, Jacques Chirac. Il ne l'a pas prise lorsqu'il s'est retrouvé face à Jean-Marie Le Pen. Il y a eu la tentative, mais qui était du débauchage individuel, qui était 2007 et Nicolas Sarkozy. Et il y a là un moment historique pour la France que d'entrer dans une vaste majorité capable enfin de porter la transformation du pays. Vous vous sentez le plus à l'aise dans le schéma un Macron-Juppé ou dans un Valls vous le centriste, vous président du centre? Non, parce que je vois que derrière ça il y a des noms, il y a des primaires, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet c'est qu'il y a un socle politique qui est commun, une plateforme programmatique qui est enfin commune. Écoutez, texte après texte, c'est quand même assez hallucinant. Moi, je suis, comme vous l'avez rappelé, encore parlementaire. Il y a 20 ans, il m'est arrivé une ou deux fois de voter avec la gauche sur, par exemple, la pilule abortive. Bien.
Je me suis fait insulter par une partie de mon électorat. Aujourd'hui, que vous preniez la déchéance de la nationalité française, que vous prenez la loi El Khomri, vous avez des députés républicains ou centristes qui disent on va voter ce texte. Oui. C'est quand même quelque chose qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années. Et vous alors, vous allez le voter? Enfin, c'est sûr que le texte est en train de... On va voir la nouvelle mouture, hein, évidemment 14 ans, mais a priori ça va quand même dans le bon sens pour vous, non? Ce texte, bien entendu, vous allez soutenir, non? Ce texte arrive trop tard, mais il va dans le bon sens, donc je le voterai. Vous le voterez, d'accord, c'est important, important à dire. À moins qu'il soit totalement dénaturé, mais ça je n'en sais rien. C'est vous qui me direz. Il reste dans l'esprit un peu d'aujourd'hui, il y aura forcément des amendements. Et moi je sors d'une campagne électorale où j'ai dû rencontrer des centaines de chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent on a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité. Le petit patron, il vire pas son salarié pour le plaisir. Le patron de PME non plus. Personne d'ailleurs, ou presque, ne vire ses salariés de gaieté de cœur. C'est un geste qu'on fait parce qu'on est obligé de rationaliser son outil de production. Est-ce que là-dedans ça veut dire, bon, vous allez voter, est-ce que, en vous écoutant, on veut dire, à ce moment-là, il ne faut surtout pas qu'il faut que la primaire, il faut qu'il y en ait 3-4, vous me direz, là maintenant il y en a 10 candidats déjà, les Républicains autour des Républicains. Vous, c'est le 20 mars, ça va se décider. On voit bien que c'est à couteau tiré avec Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes... qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je souhaite ce que nous avons dit entre dirigeants de l'UDI, c'est qu'il y ait une discussion sur un pacte de gouvernance avec les Républicains, pour que ce soit la République. Il y a des accords avec Jean-Christophe Lagarde. Non, il n'y a pas de désaccord. Lui, il veut un accord aussi sur les législatives. Oui, mais c'est moi qui l'ai préconisé avant. C'est moi qui l'ai proposé en décembre. Laurent Hénard, qui est président du Parti radical, a évoqué le même sujet et ça a été repris par Jean-Christophe Lagarde en janvier. Donc j'ai pas de souci là-dessus. Je dis que nous avons vocation à participer à la primaire dès lors qu'il y a un pacte. Pourquoi? Parce que, comme vous le dites, j'ai été président du Nouveau Centre de 2007 à 2012, je suis encore. J'étais le deuxième pilier de la majorité. Sauf que les Républicains, à l'époque l'UMP, n'avaient pas besoin de nous pour voter les textes. Donc ils nous faisaient des bras d'honneur quand ils estimaient qu'on pouvait voter sur nous. On a défendu la TVA sociale pendant 4 ans. Pendant 4 ans, on nous a expliqué que ce n'était pas nécessaire pour la compétitivité de l'économie française. Puis tout d'un coup, 31 décembre, Nicolas Sarkozy découvre la vertu de la TVA sociale. Bien, eh bien j'aurais aimé que nous soyons en mesure d'imposer ce genre de décision que nous ne pouvions pas imposer parce que nous n'avions pas la clé à l'Assemblée nationale. Et donc, ce que je ne veux pas, c'est que nous soyons... Qu'est-ce qui va se passer le 20 mars alors? Dans le 20 mars, il y aura une... écoutez, je ne sais pas, je vais vous quitter pour aller au bureau exécutif de l'UDI. J'espère que nous arrêterons une position commune en disant si les Républicains ne veulent pas d'une espèce de contrat de gouvernement ou contrat législatif portant aussi sur une plateforme politique, sur un certain nombre de priorités en termes de réforme, écoutez, cette primaire c'est la leur, c'est pas la nôtre. Et puis voilà, c'est tout. Pauline Tadevin. Vous disiez au début que c'était l'heure de la rénovation au niveau de la politique. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2007? Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2012 pour que vous ayez une place nouvelle dans un nouveau gouvernement aujourd'hui? C'est pas tellement ce que j'évoque, c'est pas la position du centre dans un gouvernement. Je dis un parti central. Regardez une chose, les Allemands, sociodémocrates et démocrates chrétiens, gouvernent ensemble depuis près de 10 ans. Vous pourriez plus facilement rentrer dans un gouvernement de gauche aujourd'hui? Je ne veux pas rentrer dans un... mais il faut que vous sortiez de ce schéma-là. Vous vous rendez compte que celui qui va être au second tour de l'élection présidentielle va gagner, 45-55 face à Marine Le Pen. Et que lui, il a une responsabilité majeure. C'est de faire émerger... Surtout sur celui qui va émerger. Mais oui, il sera président, quoi. Donc c'est pour ça que l'enjeu est quand même très important. Et donc c'est à lui qu'il appartiendra après le premier tour de la présidentielle. Mais vous sentez les différences avec Nicolas Sarkozy? Ce sont des différences c'est un fossé qui est trop profond aujourd'hui? Je ne parle pas de ça. Pour moi, c'est autre chose. Il faut qu'on sorte de ce schéma qui nous tue d'alternance en alternance. Ça fait 15 ans que rien ne se passe profondément pour le pays. Eh bien, il faut qu'il y ait un socle politique suffisamment puissant, solide, ayant une vraie légitimité, ayant un socle électoral puissant pour être en capacité de se transformer. Et je dis qu'une partie du Parti socialiste jusqu'aux Républicains porte, pas tous les Républicains, mais une immense majorité. Tout cela, finalement, pense la même chose et dans lesquels nous sommes. Mais ce n'est pas le centre, c'est une force politique capable de porter la transformation du pays. C'est ce que vous voulez refaire avec, parce que ça a été plutôt favorable, l'accord
car finir, c'est peut-être vous qui l'avez initié au départ, mais enfin Jean-Christophe Lagarde, pour les régionales en tous les cas. On a bien vu que ça a été notamment, on a vu dans le Rhône-Alpes, peut-être moins chez vous, on a vu que l'accord passé avec les Républicains a été plutôt bon pour le centre. Oui, d'accord. Mais c'est pas. Donc est-ce qu'il faut quand même renégocier ça dans le cadre de la primaire et de l'élection de 2017? Si on parle des primaires, ce que nous disons sur les primaires, c'est simple. Il faut à la fois une déclaration commune sur les valeurs que nous partageons, ça ne doit pas être très compliqué, que nous ayons des éléments communs sur la plateforme programmatique. On voit bien qu'il ne faut pas simplement faire bouger l'Europe, il faut refonder et réécrire l'Europe, une Europe impuissante, que personne n'aime, même moi l'Européen, je n'aime pas l'Europe qu'on nous présente aujourd'hui. Donc on est ce socle commun qui est partagé autant par Bruno Le Maire que Nicolas Sarkozy, pour faire court. Bien. Et ensuite qu'il y ait en effet un accord législatif permettant aux centristes de peser dans le débat de demain. Oui, ça c'est assez important en tous les cas pour exister, puis il faut mieux être en position de force. Moi, je veux dire, je le dis d'autant plus que je suis, si je puis dire, décontracté sur la question, puisque je ne serai pas candidat aux législatives et que je suis président d'une région pour 6 ans et que je n'aspire absolument pas à rentrer au gouvernement. Et on va revenir quand même sur la question de cette loi travail. L'objectif est quand même de créer des emplois, de rendre peut-être les entreprises plus mobiles, plus flexibles. En tous les cas, c'est un des objectifs affichés de cette loi. Au niveau de la région Normandie, est-ce que vous trouvez que, par exemple, la régionalisation de Pôle emploi, d'avoir plus, je sais pas, plus de la main sur Pôle emploi, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Vous avez l'air sceptique, Hervé Morin. Non, c'est sur le fait que Pôle emploi soit régionalisé. Voilà, bon, c'était là-dessus que je crois, c'est que malheureusement l'État continue à conserver par devers lui un bout de compétences, empêchant la simplification des systèmes et la réactivité des systèmes. Mais il y a une évidence, c'est qu'il faut territorialiser les politiques de l'emploi. Les politiques de l'emploi, elles doivent se définir par bassin d'emploi. Parce que chaque bassin d'emploi a ses particularités sur les chômeurs, chaque bassin d'emploi a ses particularités sur les entreprises, chaque bassin d'emploi doit faire de la gestion prévisionnelle au maximum, on a dû vous le dire 100 fois j'imagine, parce que en vérité la situation chez moi à Pont-de-Mer, c'est pas la même que celle de Caen ou de Rouen. Et donc on a besoin d'avoir ces éléments-là, il faut une discussion très profonde avec les chefs d'entreprise pour essayer d'anticiper leurs besoins, leurs difficultés, la délocalisation de telle ou telle activité pour préserver l'essentiel. Bref, faire de la formation professionnelle autant que possible en amont. Ensuite, construire des programmes de formation qui soient les plus locaux possibles, parce qu'on sait très bien que la mobilité de nos compatriotes est limitée. Est-ce que vous trouvez que les réflexions du gouvernement, notamment de Manuel Valls, vont dans le bon sens là-dessus? Je vais vous dire, quand on s'est rencontré avec les présidents de région, il s'est fâché à l'égard de 2 de ses ministres, Najat Vallaud-Belkacem et Myriam El Khomri, qui disait oui, est-ce qu'on peut vous faire confiance? Quoi, pas ça, mais on continue, on veut contrôler, on veut être sûr que... On leur a dit, mais faites-nous confiance, on a envie de faire. Est-ce que vous croyez que quand on est président de région, qu'on vient d'être élu, on est en train d'ergoter politiquement sur tel ou tel élément pour construire tel ou tel croche-pied? On leur a dit, mais laissez-nous... On a eu des mots parfois un peu plus... on vous fait confiance. Voilà, bon. Allez-y. Lâchez-nous, laissez-nous faire. Bon, faites en sorte qu'on puisse contractualiser ensemble, on va se fixer des objectifs. Moi, je vais présenter au gouvernement dans 15 jours ou 3 semaines, à partir des idées que je viens d'évoquer, ce que je veux faire, que la région va financer, que l'État va financer dans le cadre du plan Hollande. Voilà ce qu'on doit faire. Donner les pleins pouvoirs à des collectivités qui sont construites pour ça et qui ont aujourd'hui la compétence pour le faire. Il nous reste 0 secondes, donc juste une dernière petite question. Vous avez un programme sur les décrocheurs. De quoi s'agit-il? Oui, on a construit ça là aussi avec les chefs d'entreprise, avec le syndicat des entreprises numériques, avec Guy Mamoumani, le président de Syntec. On connaît bien ici, oui. Les Français, comme vous le savez, il manque 50 000 à 70 000 codeurs et programmeurs. Et avec Guy, qui a lancé ça dans le cadre d'une association qui s'appelle Webforce 3. Et dans mon petit village de 1500 habitants, on lance une formation qui s'adresse à des jeunes ou à des moins jeunes, demandeurs d'emploi. Formation de 3 mois, très concentrée, pas qualifiante, mais professionnalisante. Et au bout du compte, il y a un boulot. Eh ben, voilà, c'est ça qu'il faut, en tous les cas. Merci beaucoup, Hervé Morin. En tous les cas, Hervé Morin, donc,
qui va voter la loi El Khomri si elle n'est pas... Si elle n'est pas pervertie et travestie par ces discussions. Voilà, comme ça, c'est dit. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Ici, dans un instant, ce sera une femme, Agnès Bricard, présidente et fondatrice de la Fédération des administratrices en France, et puis qui a publié son petit guide du routard du financement d'entreprise. À tout de suite.